Présenter donc le livre de Corinne Pelluchon, L'espérance, la traversée de l'impossible. Juste deux mots sur l'auteur. Alors Corinne Pelluchon, c'est une philosophe qui est née en 1967, qui a 57 ans, est agrégée en 1997, fait une thèse à la Sorbonne en 2003, la critique des Lumières chez Léo-Strauss. Puis tient une seconde thèse pour l'habilitation à diriger des recherches sur la bioéthique, l'écologie et la philosophie politique. Elle a été professeure d'université à Poitiers, puis à l'université de Franche-Comté, et actuellement elle est à Paris-Est, Marne-la-Vallée. Alors ses recherches actuelles sont sur l'éthique médicale, la question animale, l'écologie politique et l'éthique environnementale. Elle est spécialiste également de Léo-Strauss, elle en a fait des traductions et des commentaires. Alors, elle a publié plus d'une vingtaine d'ouvrages, non, peut-être pas une vingtaine, enfin une bonne quinzaine quand même, notamment Éléments pour une éthique de la vulnérabilité qu'on trouve à la bibliothèque, Manifeste animaliste, qu'on trouve aussi à la bibliothèque, et puis celui-ci, qui était pas mal aussi, Éthique de la considération, qu'on trouve aussi à la bibliothèque. Et puis elle a fait d'autres ouvrages qui sont plus de philosophie, Pour comprendre Lévinas, qui est un livre très intéressant aussi, et puis Paul Ricoeur, philosophe de la reconstruction, Soins, attestation, justice, au PUF en 2022. Alors celui-là, je ne l'ai pas lu. Alors, quel est l'enjeu de ce livre? Alors, Corinne Pelluchon réfléchit depuis longtemps aux fléaux majeurs qui menacent l'humanité, le réchauffement climatique, l'exploitation sauvage de la nature, la pollution, les crises économiques et géopolitiques, les pandémies, etc., etc. On sait ce qu'il faut faire, on ne manque pas d'idéologie pour envisager des alternatives, mais on ne sait pas répondre à l'urgence de l'action. D'où cette nouvelle enquête sur le tragique d'un introuvable levier de l'action politique. Pourquoi n'agissons-nous pas, ou si peu, face à la catastrophe qui s'annonce? Parce que, dit-elle, nous manquons d'espérance. Quand le discours ne suffit pas, l'espérance peut soulever des montagnes. Il faut compter sur l'appel du vivant. C'est l'énergie du désespoir qui peut nous sauver de l'inéluctable. Alors ce concept, il peut surprendre, d'une part parce qu'il est quand même très lié aux vertus théologales et au registre chrétien, et puis deuxièmement, parce qu'il semble adhérer à la pensée magique. Mais c'est tout l'enjeu de ce livre, d'en faire un concept universel, et en deuxième lieu, d'en faire un concept opératoire face aux menaces imminentes. L'espérance est d'abord un phénomène humain inhérent à l'histoire des sociétés. Il comprend 5 dimensions, donc une dimension universelle, une dimension spirituelle, une dimension psychologique, collective et, cinquièmement, une dimension politique. Et c'est ce moment critique où les difficultés apparaissent comme insurmontables, qu'on trouve des ressources insoupçonnées pour sortir des situations condamnées. Pour donner un aperçu très global de ce livre, il se compose de 6 chapitres et d'un avant-propos. Dans les 2 premiers chapitres, on étudie les conditions de l'espérance, c'est-à-dire le piège écologique dans lequel nous sommes enfermés, et le saut de l'espérance, qui suppose l'attente de l'impossible. Dans les 2 chapitres suivants, l'auteur montre les enjeux et la nécessité de l'espérance. C'est d'une part le seul avenir possible. Dans une société sans espérance, on est voué au pire. Et l'espérance est à l'articulation de l'impossible qui nous saisit et du possible qui est déjà à la manœuvre. Enfin, dans les 2 derniers chapitres, Corinne Pelluchon explore les pistes de l'espérance, le nouveau rapport aux animaux qui ouvre une nouvelle façon d'habiter la Terre,
Et deuxième piste, le féminin comme art des métamorphoses, l'art de maîtriser la temporalité en dominant les événements qui surviennent. Alors je voudrais recommander particulièrement l'avant-propos parce que c'est un beau texte, un texte intéressant et subjectif. Il vise à désengager l'espérance de la sphère religieuse et fidéiste et il permet de distinguer l'espérance de l'optimisme. L'optimisme, dit-elle, est un déni de réalité, tandis que, au contraire, l'espérance suppose deux choses: l'expérience préalable d'une impasse, l'absence totale d'horizon, et deuxièmement, il suppose la confrontation à la souffrance, au mal et au désespoir. C'est pourquoi, à l'opposé de l'optimisme, l'espérance est, selon cette belle formule qui figure dans le sous-titre, l'espérance, c'est la traversée de l'impossible. Alors cette expression fait entrevoir la dimension spirituelle de l'espérance et fait basculer ce concept du côté de la sécularisation. L'espérance peut s'inspirer de la sagesse biblique, mais elle reste un phénomène humain universel, lié à la confrontation au mal et à plus grand que soi. L'espérance est liée au désir de surmonter le désespoir et de se raccrocher à la vie. L'espérance a plusieurs dimensions, on vient de le dire, mais c'est la dimension politique qui importe le plus. L'espérance est la base du politique. Un peuple qui a perdu l'espérance est un peuple en danger, c'est-à-dire un peuple qui se trouve voué à l'éco-anxiété, au désespoir, à la colère, aux émeutes, à la destruction de son milieu et à l'attente magique de solutions extrêmes. Au final, c'est la conclusion de cet avant-propos, l'espérance repose sur un paradoxe irréductible, à savoir qu'il faut en passer par cette limite du danger absolu avant d'esquisser les espoirs de la survie, avant de se reconnecter aux autres et d'apercevoir de nouvelles lumières politiques. Je voudrais citer la phrase de Péluchon. Paradoxalement, la confrontation à une perte radicale est la clé pour se reconnecter aux autres, donner un sens à son existence en dépit de sa précarité et promouvoir des modes de production et de consommation ainsi que des manières d'être redonnant confiance en soi et en l'avenir. Dire qu'il faut toucher l'abîme avant d'espérer, c'est dire que nous sommes enfermés dans un no futur. Et enfermés, il faudrait l'écrire en deux mots avec un trait d'union. Nous sommes condamnés à l'enfermement. Et l'image de cet enfermement est figurée par Rilke dans le poème de la Panthère, qui est cité en exergue du premier chapitre. Je voudrais juste vous donner les 4 premiers vers. Son regard, du retour éternel des barreaux, s'est tellement lassé qu'il ne saisit plus rien. Il ne lui semble voir que des barreaux par milliers, et derrière 1000 barreaux, plus de monde. Alors ce que je retiens de cette idée, de ce poème, c'est que on est dans une vie empêchée. La panthère, enfermée dans sa cage, est un animal en souffrance, le désespoir absolu qui confine à la dépression et au suicide. Sauf que l'homme n'en reste pas là. D'abord, même enlisé dans la souffrance, il finit par porter un jugement sur lui-même, à évaluer sa responsabilité, à comprendre qu'il est lui-même quelque part le geôlier de sa prison. Et en deuxième lieu, il peut toujours, par la grâce des autres ou d'un autre, déplacer son regard, retrouver des ressources insoupçonnées, parler, s'exprimer, témoigner. Et c'est ainsi que s'éveille l'espérance. Je voudrais encore vous citer 2 phrases. Nous sommes parmi les êtres vivants ceux qui peuvent être désespérés. Le désespoir est universel. Même les personnes à qui tout semble réussir peuvent être désespérées. L'exception est de vivre dans l'espérance. Donc, penser l'expérience est donc indissociable de l'expérience du désespoir. Et selon Kierkegaard, ce désespoir est une tentation humaine.
elle fait de nous, une citation, une victime de la vie et du monde entier. Le désespoir est une crispation sur soi qui empêche d'avoir une direction pour vivre et respirer. Mais c'est la condition pour se reconnecter à la vie. C'est ce que ressent une mère qui porte son enfant, ou quiconque qui tient un enfant dans ses bras et en ressent les vibrations. Le désespoir cohabite avec la puissance de vie et l'espérance et ce mouvement qui s'enracine dans ce qui nous rattache à la vie. Elle émerge spontanément, sans être programmée, mais elle suppose au préalable une reddition. L'expérience permet d'un seul coup de faire le saut dans la vie pour sortir de l'enfer. Et c'est ce déplacement fondamental qui nous met au point de contact entre la verticalité qui nous écrase et l'horizontalité qui s'ouvre devant nous. C'était la première condition. La deuxième condition de l'espérance, c'est le saut en vertu de l'absurde. Autrement dit, on ne peut espérer que contre toute logique. Comme l'explique encore Kierkegaard, cité en exergue du chapitre 2, alors qu'il évoque le sacrifice d'Abraham, citation, « Il crut en la vertu de l'absurde, car tout calcul était depuis longtemps abandonné. » C'est dans Crainte et tremblement. L'espérance n'a pas besoin de foi, car elle est, d'une certaine manière, une sorte de foi. Une foi qui jaillit en dépit de toute raison. Elle permet de croire que tout est possible, y compris l'impossible, y compris l'inespéré. C'est l'instant in extremis où le désespéré bascule du côté de la vie. Pour cela, il suffit d'un rien, le bruit du vent contre la porte, une musique entendue au loin, une mouche qui a besoin qu'on lui ouvre la fenêtre, ou un petit mammifère qui passe. Et à ce propos, Corinne Pelluchon rappelle une anecdote de Ludwig Binswanger. C'est l'histoire d'un de ses patients qui s'enfuit de l'hôpital psychiatrique pour aller dans la forêt pour se pendre, mais qui change d'avis en voyant une belette. Et il se fait cette réflexion: tu n'as encore jamais vu de belette, alors donne-moi encore un peu de temps. Et il retourne à l'hôpital, comme si cet animal lui avait ouvert le monde. L'espérance apporte de ce fait une leçon d'humilité, car elle vient contre toute attente. Elle éveille ou réactive le sens de la vie, sous forme d'un commandement venu de loin, de plus loin, quelque chose de plus fort, de plus ancien que soi, déposé en soi et porté comme une dette, quelque chose qui transforme et relie à l'existence. Le versant que je veux aborder maintenant, c'est que cette exigence d'espérance permet surtout d'envisager la dimension politique de l'espérance. Et là, on arrive au chapitre 3. Pour comprendre ce qui se produit à ce moment-là, c'est que l'espérance est la sève nourricière du projet politique. Ce qui concerne le bien commun qui donne sens aux rapports humains, à l'activité collective. C'est ce qui rejoint l'horizon partagé dans lequel s'inscrivent les aspirations spirituelles d'une société et sans lequel la société court un certain nombre de risques. Corinne Pelluchon relève 4 risques d'une société sans espérance. Faute d'espérance, la démocratie libérale devient une organisation anonyme, techno-bureaucratique qui ne fait plus rêver. Et c'est la raison pour laquelle les citoyens se tournent massivement vers des partis extrémistes de droite et de gauche. Ces partis apparaissent, à tort ou à raison, comme une réponse possible pour sortir des impasses de la crise de la société. Deuxième risque, l'absence d'espérance et d'horizon partagé engendre un vide intérieur qui dissout le politique. Et chacun essaye de combler ce vide à sa façon, en gérant sa carrière, son agenda, en se refermant sur la vie privée et le cercle familial, ou au contraire en menant une vie dissolue et aventurière, ou d'autres participant à des associations, des clubs de foot, etc. Mais tous ces investissements ne sont que des pis-aller, dépourvus d'une intégration globale à l'horizon collectif. Le troisième risque, c'est l'implosion sociale.
Malgré tout ce qui peut se faire individuellement ou collectivement, une décision politique mal perçue ou mal comprise, une restriction sociale ou un événement accidentel dramatique peuvent déclencher des protestations catégorielles en série, des manifestations violentes, des émeutes urbaines. La société souffre d'un malaise permanent qui peut s'exprimer violemment à la moindre étincelle. Enfin, quatrième risque, faute d'espérance, la société est vouée aux idéologies simplistes, les rêves d'ambition et de pouvoir, la fascination pour l'argent, la richesse, le luxe, les idéologies de la domination, la distinction sommaire entre amis et ennemis qui alimentent les conflits identitaires et les guerres. Alors que, au contraire, l'espérance est ouverture. Je voudrais me limiter là aussi à 4 remarques. L'espérance donne des gages d'appartenance et de confiance en l'avenir. Elle dirige l'énergie sociale vers l'utopie et le désir d'inventer le réel. Deuxième remarque, elle va de pair avec l'émergence d'une vérité qui se répand sur le territoire. Cette vérité, c'est celle des expériences multiples qui dessinent le sens de ce qui devient possible, expériences qui sont déjà une traversée du néant et une nouvelle façon d'habiter le présent. Troisième remarque, ces expériences soutenues par un nombre croissant de personnes se souciant de la planète ne sont pas un effet de mode, mais un indice avant-coureur d'un remaniement psychologique et moral qui annonce l'événement futur d'une révolution anthropologique. Quatrième remarque, ces mouvements alternatifs impactent considérablement nos représentations, nos comportements, notre imaginaire, et évoluent vers un modèle de développement plus respectueux de la vulnérabilité et de la contingence de l'homme dans la nature. Dans le chapitre qui suit, Corinne Pellichon va plus loin. Elle se fait plus pressante, car, dit-elle, l'impossible est sous nos yeux, et il n'est plus simplement possible, mais bien réel. C'est le moment de l'espérance, car l'avenir de l'humanité est en péril. Cette intelligence de l'effondrement s'appuie sur 3 remarques. Le changement climatique, qui comporte des effets visibles, des conséquences incontestables qui menacent notre modèle de prospérité. Deuxièmement, le dérèglement écologique généralisé bouscule notre psychisme. L'éco-anxiété n'est pas une forme de spleen générationnel, mais une réponse de notre psychisme face à une situation inédite. Nous sommes, dit-elle, submergés d'émotions négatives, l'angoisse, la colère, le découragement, le renoncement à la maternité également, qui sont autant de formes de notre désarroi contemporain. Nous avons conscience que le monde se détruit devant nous et que nous sommes impuissants à réagir. Nous vivons un moment tragique et désespérant. Je voudrais juste citer une phrase. Nous affrontons, dit Corinne Pellichon, la possibilité d'une impossibilité, l'effondrement de notre civilisation. D'où une troisième remarque. Nous traversons l'impossible, nous atteignons l'abîme si redouté, et c'est le moment critique de l'espérance. C'est le moment où se réveille notre vulnérabilité, c'est le moment où se joue la contingence de notre société, c'est le moment de l'inventaire. Il s'agit de sélectionner ce qui doit être sauvé et de ce qui doit disparaître. Nous assistons dans le même temps à l'émergence d'un nouvel imaginaire. Nous abordons l'environnement de l'impossible avec des expériences concrètes et des modèles qui existent, qui sont déjà là. L'espérance est là. Nous ouvrons la voie, nous administrons la preuve que la traversée de l'impossible n'est pas la mort. Cette bonne nouvelle est annoncée par 2 événements. Premièrement, la nouvelle approche de la vie animale. Deuxième événement, la nouvelle considération du féminin. Ce sont les 2 chapitres, les 2 derniers chapitres de l'ouvrage. Dans ce chapitre 5, Corinne Pellichon montre que l'on a mal évalué la révolution animaliste, car en effet, la conscience de la souffrance animale est décisive. Elle nous propulse dans l'enfer de la société de consommation, mais surtout,
nous fait passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire nous fait appréhender des idées originaires qui nous mènent aux portes de l'impossible. Il faut citer 3 de ces idées. Premièrement, l'idée de progrès, idée mystique dont la portée est infinie, idée fondée sur la destruction de la nature et dont on peut ajouter qu'elle s'avère injuste car réservée à une élite. Deuxième idée, c'est l'idée de rationalité. Une idée bien pauvre parce que purement matérialiste. Elle réduit l'humain à la recherche de biens matériels superficiels. Et troisième idée, la plus importante, l'idée de maîtrise et de domination de la nature. C'est l'idée la plus emblématique de la modernité. La moindre crainte de manquer de maîtrise crée une panique, mais fondamentalement, l'idée de puissance illimitée de l'homme sur la nature confine au paradoxe. Car d'une part, on veut vaincre la mort, défier la finitude de la condition humaine, et d'autre part, cette puissance illimitée s'épanouit dans la mort, dans la guerre et la fascination pour le sang. Alors ces 3 idées, dit-elle, sont en voie d'effacement, notamment le schème de la domination, qui est en première ligne du changement des mentalités. Et dit-elle, en finir avec ce schème, c'est une avancée aussi considérable que les droits de l'homme ou l'abolition de l'esclavage. Notre nouveau rapport aux animaux englobe tout le domaine de la vie. Il a des conséquences sur notre façon d'habiter la Terre, mais qui plus est, il est à la base d'une éthique environnementale totalement renouvelée. Même, dit-elle, s'il y a peu d'avancées concrètes dans le domaine de la vie animale, il n'en reste pas moins que la cause animale est la clé de voûte de la cause écologique. Pour une raison très simple, c'est qu'elle implique non pas une théorie, mais une confrontation brute avec la souffrance et le mal qui font chavirer le sujet. C'est en ce sens qu'on peut dire que l'animalisme est un humanisme. Cet humanisme consiste à traverser l'autre côté du miroir, c'est-à-dire vivre quelque chose d'impossible et traverser cet impossible qui se fait lui-même possibilité d'action. J'en viens au dernier chapitre, concernant le féminin. C'est l'autre voie, parallèle, qui mène aussi à la traversée de l'impossible. La révolution féministe a franchi des avancées considérables. Elle vise dans un premier temps à déconstruire le schème de la domination masculine, mais cela va plus loin. Au-delà des questions intimes de la femme, en tant que sujet incarné et fini, que je n'aborde pas ici, je renvoie à la lecture du chapitre, Corinne Pelluchon fait de la dynamique féministe le ferment de la révolution écologique. Ce que j'en retiens, c'est que le féminin est l'art des métamorphoses, et c'est à ce titre qu'il constitue la métaphore du changement écologique et de la manière dont il convient de penser ce nouveau paradigme comportemental. Cette spécificité exemplaire du féminin comporte 3 idées. Le féminin a le sens aigu de la temporalité, des ressources à mettre en œuvre pour assumer cette précarité temporelle, et c'est en ce sens qu'il peut inspirer la manière de faire basculer la société, d'aller vers un développement alternatif, c'est-à-dire un développement et un changement sans brutalité, en éliminant ce qui est néfaste, en recherchant l'utile, en cultivant ce qui donne du sens et de la saveur à l'existence. Deuxième idée, le féminin a une prescience de l'existentialisme écologique. Existentialisme écologique qui constitue le cap de la traversée de l'impossible. Le féminin porte en lui l'intuition, mais aussi l'expérience de ce qui détruit ou protège, ce qui altère le corps, ce qui rend fragile et vulnérable, ce qui appelle le besoin de soins. Enfin, troisième idée, le féminin développe des capacités sensibles spécifiques, l'écoute d'autrui, la résonance aux multiples dimensions du corps, le toucher réversible de la main, le secret pour passer à une autre manière d'être, d'agir et de vivre, sans se renier, ni avoir peur des autres, sans oublier le sens primordial du don de la vie. Toutes ces capacités
sont inhérentes au féminin et se trouvent dans l'existentialisme écologique. C'est pourquoi Corinne Pelluchon le claironne aux aventuriers de l'espérance: l'existentialisme phallocrate est mort, vive l'existentialisme écologique. Et je voudrais, pour terminer, citer la dernière phrase du livre. Que l'on entende ou pas le bruit que fait un grand amour au reflux de la vie, il n'empêche que la possibilité d'aimer, la puissance d'être, la liberté sont là, l'espérance est là, elle est le bruissement de l'infini dans le fini, elle ressemble à la mer, au bruit des vagues, à leur murmure, au scintillement des eaux. Voilà, merci. Christian, merci pour ta présentation. Il y a quand même un truc que je ne comprends pas très bien dans la pensée de Madame Pelluchon, c'est ça? Oui. Pelluchon. C'est ce que tu expliquais à la fin, le lien qu'elle fait entre le féminisme, l'animalisme et l'écologie. Je trouve ça un peu embrouillé, un peu confus. Je ne vois pas très très bien comment elle fait ces liens. Ça me paraît un peu étrange. Et une deuxième question qui est beaucoup plus simple, c'est qu'est-ce qu'elle entend par défendre la cause animaliste? C'est pas un truc que je connais bien, donc je me permets de poser la question peut-être un peu pour éclairer, parce que c'est lié à l'alimentation, à l'élevage, de quoi il s'agit. Oui. Voilà, merci. Oui, alors, si tu veux, le féminin et l'animalisme, ça correspond à ces pistes de recherche habituelles. Et donc, elle les a traitées frontalement. Or là, elle est dans une perspective beaucoup plus large, beaucoup plus politique, et elle explique que, alors, l'animalisme d'abord, comme je disais, on a mal évalué la révolution animaliste parce qu'elle ne se révèle pas seulement comme une sorte de sensibilité nouvelle aux animaux, mais elle, dit-elle, c'est la clé de la révolution écologique, parce qu'elle n'est pas seulement une théorie, elle est quelque chose qui nous confronte au mal direct, et donc à la souffrance telle qu'elle existe, telle qu'on la voit, telle qu'on la ressent. C'est en ce sens que ça déclenche autre chose qu'il faut faire ceci ou il faut faire cela. Et alors pour le féminin, je serais un petit peu plus réservé parce que je trouve que c'est une approche restrictive, mais elle fait pour s'en tenir à son idée, elle fait du féminin elle dit que le féminin est spécifique de l'homme, en ce sens qu'il a une maîtrise de la temporalité que n'a pas l'homme, hein, si on veut distinguer homme et femme. Et c'est en quoi elle en fait la métaphore, le féminisme devient la métaphore de la révolution écologique. Parce qu'il s'agit d'emprunter ces voies qui amènent à transformer le temps, à travailler sur le temps, à modifier nos façons de faire, s'adapter, quoi, en gros. Voilà. Donc la cause animaliste, pour prendre ta deuxième question, en fait, c'est une approche un petit peu détournée. C'est plus une métaphore, encore que la cause animaliste, c'est la clé. C'est la clé. C'est ce qui fait passer de l'autre côté du miroir, qui nous fait voir la vraie souffrance et qui est capable de déclencher ce qu'elle appelle l'espérance. C'est-à-dire qu'on échappe à la théorie, quoi, en gros. Juste pour apporter un bémol, elle fait du féminisme la métaphore de l'écologie, mais je pense qu'on pourrait trouver chez les hommes aussi des capacités, peut-être pas les mêmes, mais d'autres. Bon, merci pour l'exposé, évidemment. Quand même, lorsqu'elle fait de l'espérance un mouvement spontané, est-ce qu'elle n'affirme pas
une position qui pourrait trouver d'autres raisons. C'est-à-dire que dans le fond, l'espérance peut être liée aussi à un certain nombre de mécanismes, tant intérieurs, donc de type psychologique, que extérieur, c'est-à-dire qu'un espoir se développe à l'extérieur de soi et qu'on n'est pas seul face à ce vide qui n'aurait plus comme réaction soi-disant spontanée que l'espérance. Là, il y a un truc il manque un peu de démonstration, je dirais. C'est une affirmation, je trouve, un petit peu rapide, y compris si on réfléchit les uns les unes les autres aux propres mécanismes qui nous poussent de temps en temps à emprunter l'espérance. Si je ne me trompe pas, Corinne Pelluchon parle dans son livre de ce qu'il relève de sa propre dépression. C'est-à-dire qu'il y a un travail quand même sur elle-même, et donc déclarer que ce n'est qu'un mouvement spontané, si on prend en charge ce qu'est la dépression, y compris dans ses aspects pathologiques, ça laisse un petit peu dubitatif. Oui, alors dans l'avant-propos, elle parle de ça. Elle essaye toujours d'éviter à la fois le côté religieux. Ça, elle cherche à ce que ce concept d'espérance soit vraiment sécularisé. Et elle refuse d'en faire un mécanisme psychologique. Ça, c'est... Alors, par contre, il me semble qu'elle sous-estime le caractère de la raison. Parce que c'est vrai que ce qu'elle dit, c'est qu'il faut traverser l'impossible et que l'impossible est là. C'est-à-dire qu'il y a déjà des expériences, etc. Donc, c'est ça qui finalement appelle... Tu vois, c'est un cheminement, en fait. C'est un cheminement.